On va évoquer trois sujets avec notre invité ce soir. D'abord, le Madagascar 2002-2018. Trois présidents, trois crises. Nous parlerons également de la France qui hausse le ton face aux Russes en Centrafrique. Et puis, les États-Unis, les élections de mi-mandat. Trump joue gros. On reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa pour évoquer tous ces sujets. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyori. D'abord, on commence avec le Madagascar. Les trois derniers chefs de l'État de Madagascar en lice mercredi avec 33 autres candidats à l'élection présidentielle ont chacun vu leur mandat marqué par des crises politiques. Il y a eu d'abord l'épisode 2002-2009 avec Marc Ravalomanan, l'épisode 2009-2014 avec Andra Joeline et puis l'épisode 2014-2018 avec Eri Rajaonarimampianina. Maître Sosa, la Grande Île est très habituée des conflits politiques. C'est le carrefour de toutes les convulsions politiques. C'est vrai que les trois précédents, en dehors de Rajaonarimampianina, est probablement le seul à avoir terminé un mandat malgré toutes les secousses. On se souvient de comment Marc Ravalomanan a été contraint à la démission parce que la rue l'avait contraint à la démission et son successeur Andra Joeline a eu exactement le même sort parce que il est venu par la rue, il est reparti par la rue. Donc il faudrait que la Grande Île ça s'agisse un tout petit peu et s'habitue à un jeu démocratique normalisé. C'est vrai que c'est un territoire assez remuant. Oui, mais quand on regarde Madagascar, c'est un pays extrêmement pauvre. On ne comprend pas pourquoi toutes ces passions politiques dans le pays. Mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est désintéressé de la chose politique. Ce que les gens demandent, c'est d'avoir des conditions de vie un peu plus décentes. Et ils voient à chaque fois défiler devant eux des hommes politiques qui alignent des programmes qu'ils n'appliquent pas une fois qu'ils sont au pouvoir. Et en réalité, les gens sont irrités de voir que c'est une certaine élite qui est toujours en train de venir raconter la même histoire. Et à la fin du compte, c'est toujours le peuple qui est le dindon de la farce. De quoi s'agit-il exactement à Madagascar? C'est que ce soit des mernes, c'est-à-dire des gens de haut plateau ou des côtiers, le problème est toujours le même. Alors on a toujours essayé, certains hommes politiques ont monté les côtiers contre les gens du haut plateau, ça n'a pas marché. On en a voulu à Rathirac d'avoir joué la carte côtière. Mais Rathirac est probablement celui qui a le plus duré au pouvoir et celui qui finalement a mieux géré la problématique ethnique à Madagascar. Tous les autres sont tombés dans le panneau. Maintenant, c'est vrai que Madagascar est à la recherche d'un vrai leader politique, un rassembleur qui va unifier un pays divisé, mais il va l'unifier comment? En créant partout à Madagascar des conditions de vie décentes et surtout à travers un programme économique qui permette à la plus grande partie de la population de participer à la croissance, qui est toujours appelée de leur vœu par tous les hommes politiques. Elle est introuvable. C'est ça le vrai problème. Madagascar est un pays magnifique. C'est probablement l'un des pays qui est le mieux doté par la nature, mieux que la RDC, parce que quand on parle de la RDC, imaginez comme des scandales géologiques, parce qu'on n'a jamais voulu compter Madagascar. Madagascar est éminemment plus doué par la nature. D'abord, c'est une île gigantesque avec plusieurs kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres de côte. Alors, rien qu'avec ça, beaucoup de pays ont fait leur or. Voilà, c'est l'économie bleue, le tourisme. Madagascar, malgré tous ses atouts, n'arrive pas à décoller parce qu'elle est plombée par une classe politique qui est probablement parmi les plus médiocres d'Afrique. Ça veut dire qu'on peut dire facilement que le Madagascar est malade de ses hommes politiques? Mais totalement, oui. C'est le seul problème de Madagascar. C'est-à-dire que depuis... si vous voulez, Philbert Tirhanen a été le père de l'indépendance, c'est lui qui a mis le pays en place. Il a fait le choix d'un marxisme un peu matiné, qui n'a pas porté ses fruits.
Et puis l'amiral est arrivé, et bon, lui aussi, à un moment donné, a eu beaucoup d'errements idéologiques, et finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Et puis après, il y a eu une vraie révolution, parce que quand le docteur Zaf est arrivé en 1992, ben, il y avait vraiment une aspiration à la démocratie. Il donnait tous les gages. Et finalement, il a été balayé lui aussi. Donc vous voyez, c'est toujours par des turbulences politiques parfois violentes que les hommes politiques sortent de la scène. Bon, R. Radioarimanampian lui-même a failli aussi être démis. Il a failli être destitué. Bon, il y a eu une procédure de destitution qui a eu lieu contre lui. Bon, heureusement, il a tenu tête. Et heureusement qu'il a eu le secours de la Cour constitutionnelle. Bon, mais autrement, il aurait été balayé. Bon, maintenant, on organise ces élections. Il y a pléthore de candidats. Comment... Oui, c'est absurde. Et parmi les 36, il y en a 4 qui ont déjà occupé le poste. Alors, en ce compris, l'amiral avec 84 printemps. On va s'en sortir comment? Mais quand vous avez... c'est pas mal, plus de 40% de la population totalement analphabète. Totalement. C'est-à-dire que même s'il faut parler malgache, ils ne savent pas l'écrire. Ils savent le parler couramment, mais ils ne savent pas l'écrire. Donc, ils sont analphabètes. C'est là le problème. Bon, ils ont au moins cet avantage sur beaucoup d'entre nous autres Africains, c'est que tous parlent malgache, et donc ils n'ont pas besoin de parler français. Cela étant, quand vous êtes en train d'expliquer les fondamentaux de la macroéconomie, la vendeuse de manioc, elle n'y comprend rien du tout, et ce qu'elle veut, c'est d'avoir toujours du manioc à vendre et des gens pour l'acheter. C'est là la question. Ce qui est quand même intéressant de toucher du doigt, c'est comment dire l'analphabétisme dans ce pays. Et j'écoutais un média où un des candidats, je ne sais pas, ça doit être Ravalomanana en campagne dans une contrée où les gens ne savaient même pas qu'il a été président de Madagascar. Oui, absolument, c'est ça, effectivement. C'est quand vous allez dans la Sambave ou dans la Sofia, qui sont des provinces un peu plus éloignées, qui n'ont pas des provinces côté. Mais il y a beaucoup de gens qui... Mais déjà, les voies d'accès. Il n'y a pas de voie d'accès. Aller dans une ville comme Mampikoun, Port-Berger, mais c'est déjà faire le chemin Mampikoun, Port-Berger. Aujourd'hui, il y a une voie relativement carrossable. Mais il y a encore des endroits où vous avez des ponts placés sur des cours d'eau avec des troncs de teck, et puis c'est tout. Donc ces gens-là, ils n'ont jamais accès à la radio. Ou quand ils en ont une, c'est pour écouter les radios locales, où on parle plutôt de planning familial et de problèmes de santé animale, ou parce que beaucoup sont éleveurs. Question d'agriculture et tout voilà. ça. Donc ils sont très peu touchés par les questions politiques. C'est là le problème. Oui. Est-ce que ça veut dire complètement qu'au niveau de Madagascar, en tout cas, c'est les populations qui ne se sentent pas vraiment concernées par la chose politique et qui ont laissé cette matière à une élite? Non. Si vous voulez, pour que vous sensibilisez les gens à la chose politique, il faut d'abord qu'ils aient les dispositions intellectuelles pour s'y intéresser. Pour avoir ces dispositions intellectuelles, il faut avoir été formé à minima. Quand la formation se limite à l'alphabet, ça va pas bien loin. C'est ça le problème. Madagascar est un pays magnifique avec des gens très industrieux, mais qui sont délaissés par une classe politique élitiste et totalement indifférent au sort des populations. Ça, c'est vrai de tous les gouvernements qui sont passés. On l'a vérifié. Et malgré le bilan, c'est-à-dire l'état même de l'île aujourd'hui, la pauvreté ambiante, quand on écoute les candidats, surtout les favoris, ils ne tarissent pas de promesses. C'est bien le problème. C'est que, en fait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est bien connu. Hein. Donc voilà, et à la fin, il dira le FMI m'a pas aidé, etc. Non, c'est un pays que je connais très bien, que j'ai pratiqué, où j'ai travaillé, et je peux vous dire que, sincèrement, non, ce pays mérite autre chose, une autre classe politique en tout cas. Il est temps qu'elle émerge à travers la jeunesse. Et c'est cette élection-ci, c'est pas elle qui va régler les problèmes? Du tout.
Du tout. C'est une élection de plus. C'est une séquence du calendrier démocratique, et puis c'est tout. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, attendez, si les suffrages sont favorables à Rasoir Manampian, il y aura une continuation. Oui. Bon, si c'est André Rasoir, il va renverser les tables parce qu'il voudra absolument faire rendre gorge à ceux qui l'ont enlevé et qui l'ont trahi, parce qu'il en veut à Rasoir Manampian d'avoir pris sa place alors qu'il pensait que ça devait lui revenir. Bon, si c'est Ravaloman, ça va être pareil. Il va vouloir régler des comptes à ceux qui l'ont renvoyé en exil. Bon, alors, on en sort comme ça? Non, quelqu'un comme Ravaloman, il est milliardaire. Bon, c'était un homme d'affaires redoutable. Il a pensé rentrer en politique pour augmenter encore sa surface économique. Il y a réussi tant bien que mal. Bon, mais quand même, vous avez vu, quand Rasoir est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il lui a pas fait voir? Bon, alors, on va jouer à ce jeu-là combien de temps? Et le plus heureux, c'est Rajoelina, le DJ devenu président. Oui. Alors, vous voyez un peu aussi l'extraction. Vous voyez comment la classe politique se forme. Le populisme à tout va. De DJ, il suffit de prendre la rue, on se crée une popularité et on s'assure le pouvoir. Vous voyez, ça va pas aller loin. C'est pour ça que je dis, il faut des hommes vraiment forts, qui sachent rassembler sur autre chose que des slogans populistes qui les fassent élire. On va parler maintenant du second sujet, la France qui hausse le ton face à la Russie en Centrafrique. La France se montre de plus en plus impatiente devant l'influence grandissante de la Russie en Centrafrique, dénonçant des initiatives opportunistes dans ce pays et des ambitions voilées sur le continent. Tous les efforts internationaux sont les bienvenus pour sécuriser la RCA, mais il faut que cela soit dans le respect de la médiation de l'Union africaine, a lancé lundi la ministre française des Armées. Alors, Maître Sosa, quand la France parle d'initiatives souvent intéressées, bon Dieu, qu'est-ce qu'elle-même cherche en Centrafrique? Eh bien oui, vous voyez, c'est la France qui, à travers Sangaris, a permis à la Centrafrique de retrouver les chemins de la paix. Elle aimerait bien toucher les dividendes de cet investissement qui n'est pas que militaire. Et il faut bien savoir que la question de sauver la paix n'est pas finalement la première motivation de l'agenda. Il faut se dire certaines vérités clairement. Alors, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle est jalouse des prérogatives qu'elle a pu avoir. Elle est jalouse aussi de comment elle a pu rendre la classe politique un peu plus de ses affidés. Donc, quand ils ont des yeux de chimène pour quelqu'un d'autre, c'est normal qu'elle proteste. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. C'est normal, c'est une question de leadership. Il faut, pour la France, avoir la Centrafrique. C'est pas si facile que ça. La France et la Centrafrique, c'est un autre territoire de convulsion. Et toujours, la France a été là. Elle a été là pour installer Bokassa, elle a été là pour installer David Dacko, elle a été là tout le temps, à travers tous ceux qui sont passés après. Donc, depuis Barthélemy Boganda, la France est centrafricaine, ou la Centrafrique est française. Enfin, on ne sait plus dans quel sens ça va. D'accord? Donc, à un moment donné, on a pu mettre directement des opposants exilés dans l'avion pour les faire débarquer directement sur le siège présidentiel. Qu'est-ce que le peuple centrafricain va avoir dans cette affaire-là? Zéro. Vous voyez? Donc, ça continue sous d'autres formes. Maintenant, on habille ça un peu plus de précautions diplomatiques et de langage aussi. Mais personne n'est dupe. Non. Personne n'est dupe. Enfin, ceux qui veulent l'être le seront toujours. Mais non, il ne faut pas tourner autour du pot. Cette affaire-là, elle est réglée depuis longtemps. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la main qui donne, qui décide, qui commande. Quand elle décide de se fermer, le robinet est fermé, vous avez faim. Donc, les hommes politiques centrafricains n'ont qu'à bien se tenir, parce qu'à ce petit jeu-là, il pourrait arriver des bricoles. Ça a toujours été ça. Mais la Russie, elle non plus n'est pas là pour les beaux yeux de la Centrafrique. Mais on est d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une bagarre d'influence. Seulement, la question à se poser, c'est que gagne la Centrafrique, véritablement, à faire le choix
exclusif de l'un ou de l'autre. Bon, parce que parfois, certaines infidélités sont intéressées. Bon, ici, est-ce qu'on a juré fidélité à la France? Est-ce qu'on va être coupable de déloyauté si on joue trop le jeu de quelqu'un d'autre, et notamment s'il est russe? Mais cela paraît quand même assez cynique quand on est dans un pays meurtri, qui se cherche, qui ne s'est pas encore retrouvé, mais malgré tout, au haut niveau, on a de ces guerres d'influence-là. Ben écoutez, en Centrafrique, tout le monde le sait, il y a des minerais. Et ces minerais sont intéressants, qu'on le veuille ou non. Le peuple centrafricain, bon, c'est la variable d'ajustement, on le sait depuis toujours aussi. Donc bon, voilà. Nous allons parler maintenant des États-Unis. Des dizaines de millions d'Américains votent ce mardi pour les élections de mi-mandat pour élire un nouveau Congrès. L'opposition démocrate pariant sur un vote sanction contre le président Donald Trump 2 ans après sa victoire. Les bureaux de vote ont ouvert dès 6 ou 7 heures du matin. Selon les États, les électeurs ont fait la queue, parfois très tôt, pour remplir leur long bulletin de vote en ce premier mardi, suivant le premier lundi de novembre, selon la tradition pour les élections nationales aux USA. Mettre ça, c'est des élections passionnantes. Hein. On dirait quasiment que c'est un référendum pour ou contre Donald Trump. Oui, c'est vrai. Et bon, enfin, comme on sait le faire aux États-Unis, mais seulement, bon, ici, effectivement, Donald Trump est un autre morceau. C'est un candidat méchamment calibré, parce que, bon, il ne lésine sur rien. Il ne s'encombre d'aucune morale, il fait de la politique pour rester président et pour que la suprématie blanche soit une réalité aux États-Unis. C'est tout. C'est pour ça qu'il est là et il utilisera tous les arguments. Mais ce qui est désespérant dans ce pays, on parlait tout à l'heure de Madagascar en se plaignant du taux d'alphabétisme et qui est faible et surtout, bon, des moyens de communication et d'information qui sont quasiment inexistants. Aux États-Unis, justement, ils sont inondés d'informations, mais je n'ai jamais vu de gens aussi passifs devant l'information. En réalité, ils ne font pas beaucoup d'efforts. C'est un pays que j'aime énormément. Les Américains sont des gens éminemment chaleureux pour beaucoup de raisons. C'est un peuple qui mérite la sympathie du monde entier. Mais quand même, ils ont un grand défaut. C'est que souvent, ils ont un mode de raisonnement en politique qui est binaire. Bon, quand vous êtes démocrate, vous êtes démocrate. Quand vous êtes républicain, vous êtes républicain. Il n'y a pas de nuance. Et c'est ce qui fait que, bon, certains, en tout cas ceux qui ont voté Trump, ils ne voient même pas que Trump est en train de créer des ennemis à l'Amérique. Tout ce qu'ils voient, c'est que, bon, on leur dit que l'économie va bien, et ils sont presque convaincus que c'est grâce à Trump. Or, il n'a pas fait grand-chose dedans. C'est que c'est un mouvement d'ensemble qui fait que l'économie mondiale, en général, se porte mieux. Et par les flux et reflux des imports-exports, certains pays tirent mieux les dividendes que d'autres. C'est tout. Mais, ils ont un président qui est populiste, mais qui est d'un aplomb inqualifiable pour faire les choses les plus abjectes. En politique, on n'avait jamais vu ça. Envoyer l'armée pour aller stopper des migrants qui veulent venir demander asile, je connais beaucoup d'endroits où on aurait hurlé des tentatives de génocide ou je ne sais pas quoi. Mais bon, comme c'est M. Trump qui le fait, c'est le maître du monde. On peut se plaindre, mais bon, in petto, si on le fait trop officiellement, il pourrait avoir des représailles. Voilà un peu ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle, bon, il est en tout cas à souhaiter qu'il y ait quelques contre-pouvoirs à M. Trump. Parce que tous les pouvoirs entre ses mains, c'est la paix du monde qui est menacée. Parce que, disons-le simplement, ce monsieur est dangereux. Mais pour la paix dans le monde, il est dangereux. Ce contre-pouvoir aujourd'hui semble quand même assez difficile à obtenir parce que Trump joue sur des fibres auxquelles les Américains semblent sensibles. Les Américains, non. Ceux qui ont voté Trump, oui. Mais il faut toujours rappeler que
Madame Clinton avait 3 millions de voix de plus que Monsieur Trump, et pourtant il est président. Hein. Donc ne dites pas les Américains, parce que la majorité des votants du corps électoral lui-même n'a pas voté Trump. Cette majorité a voté Hillary Clinton. Ce sont les grands électeurs qui ont mis Trump au pouvoir. Donc il faut bien voir, à nuancer les choses, parce que je ne suis pas complètement convaincu que le peuple américain est totalement pro-Trump. Non, ça ce n'est pas vrai du tout. Mais malheureusement, par le jeu politicien américain qui est bien ficelé, il ne serait pas étonnant que les lignes ne bougent pas, ou alors qu'elles bougent encore pour renforcer la majorité favorable à Trump. Mais il tient un langage quand même qui, on suppose, si c'était Barack Obama ou, je sais pas, Bill Clinton ou un autre président qu'il avait tenu, on aurait crié au haro. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement iconoclaste. Il avance comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et finalement, tout le monde lui cède la place. Parce que qu'est-ce que vous voulez, devant quelqu'un qui est hors norme et qui ne respecte rien, à un moment donné, si vous voulez le raisonner, ça va être difficile. C'est convaincre le diable de devenir chrétien, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on peut être quand même sûr, parce qu'aujourd'hui les sondages placent les démocrates favoris au niveau de la Chambre des représentants, les républicains pour le Sénat, mais on a vu les sondages se sont aussi trompés. Oui, mais pour les élections. Non, les sondages ne se sont pas trompés pour les élections. Un nombre de voix, bien sûr. Non, ils ne se sont pas trompés. Le système d'élection est tel que... Bien sûr. Mais cela posé, il faut remettre les choses à leur place. Les sondages, en la matière, ne se sont pas trompés. Il y a eu un coup de théâtre, c'est tout. Mais les sondages ne se sont pas trompés. Parce que, écoutez... à l'époque, enfin en 2016, on disait que la meilleure gagne. Les jeux étaient faits. Si la démocratie se préoccupait un peu de pédagogie, et si ceux qui élisent les présidents étaient soucieux d'efficacité, et qu'on élisait vraiment les meilleurs sur la base du mérite, il n'y a aucune chance que quelqu'un comme Trump devienne président des États-Unis. Malheureusement, la démocratie peut vous réserver des surprises, et je le dis tout le temps, souvenons-nous que Hitler a été élu aussi. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, la démocratie n'est pas la panacée universelle. Voilà. Et vous pensez que demain, quand les résultats vont commencer par tomber, on aura un basculement au niveau des deux chambres? Mais, moi, personnellement, je le souhaite, parce que je suis résolument contre ce que fait M. Trump, et je ne suis pas favorable à ce que la politique de Trump puisse continuer, parce qu'il représente un danger pour le monde, c'est tout. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci de passer répondre à nos questions. C'est un plaisir toujours. On va observer un moment de pause et après on passe à regard croisé.